Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment clé, le projet de loi de finances pour 2026 en France. C'est euh, c'est un peu la feuille de route économique et fiscale pour l'année à venir. Et pour en parler, on s'appuie sur des extraits qu'on nous a fournis, du texte officiel lui-même, le projet de loi numéro 1906. Notre mission, si on peut dire, essayer de décrypter ensemble les grandes lignes, de comprendre un peu la logique derrière les chiffres et puis de regarder quelques mesures spécifiques. Bref, comprendre les choix et ce que ça implique. Bon, allons-y, décortiquons ça. Oui, alors avant même de plonger dans les chiffres, peut-être un petit mot sur le contexte politique. L'exposé des motifs, il mentionne les changements de Premier ministre à l'automne 2025. Ah oui, exact. Ça a un peu bousculé le calendrier de dépôt du texte, mais le gouvernement tient à dire que les délais pour le débat au Parlement, eux, seront bien respectés. L'enjeu, c'est d'avoir un budget voté pour le 1er janvier 2026, quoi. Alors, dans quel climat économique ce budget est-il préparé? Les prévisions pour 2025, qui servent un peu de point de départ, elles sont, disons, assez prudentes. On parle d'une croissance de plus 0,7%. C'est pas énorme, 0,7%. Non, c'est modeste. Le texte l'explique par les tensions commerciales, notamment avec les États-Unis, et puis une ambiance un peu générale d'incertitude. Il y a quand même une petite note d'optimisme, une légère accélération prévue au deuxième trimestre 2025. Et côté inflation, là, il y a du changement par rapport à ce qu'on a connu. Ah oui. Oui, pour 2025, on s'attend à un net ralenti front. On passerait de 2% en 2024 à 1,1% en moyenne. C'est surtout dû à la baisse des prix de l'énergie, électricité, pétrole. D'accord, après la flambée, ça redescend. Voilà. Par contre, l'inflation qu'on appelle sous-jacente sans l'énergie et l'alimentaire, elle resterait un peu plus haute. Vers 1,4%, c'est important, ça, c'est ce que la Banque centrale regarde de près. Et l'emploi, ça bouge? Le chômage? Alors là, ça semble se stabiliser. Mi-2025, on était à 7,5%. C'est toujours bas historiquement, hein, mais on voit que la baisse marque un peu le pas. D'accord. Par contre, côté salaire, ça continuerait d'augmenter et surtout un peu plus vite que l'inflation, donc le pouvoir d'achat moyen, il progresserait légèrement. On parle aussi de gains de productivité autour de 2,2%. Bon, ce tableau économique étant posé, quel est le cap fixé par ce PLF 2026? L'objectif principal affiché, c'est clairement la réduction du déficit public, j'ai l'impression. C'est ça. On vient de loin, hein. 5,8% du PIB en 2024. Oui, c'était beaucoup. L'objectif pour 2025 était de 5,4%. Et là, pour 2026, le projet de loi vise 4,7% du PIB. Donc une baisse quand même notable. Oui, c'est une étape. Il faut le voir dans une trajectoire plus longue. L'objectif final, c'est de repasser sous les 3% de déficit en 2029. C'est un peu la règle d'or européenne. Et c'est important par rapport à l'Europe, justement. Ah oui, crucial. Parce que la France est en procédure pour déficit excessif. Donc, il faut montrer patte blanche, prouver qu'on prend des mesures pour redresser la barre des comptes publics. Et forcément, qui dit déficit dit dette publique. Là, quelle est la tendance prévue? C'est souvent le point qui inquiète. Oui, il y a de quoi. C'est vraiment un sujet majeur. La dette, elle a beaucoup gonflé depuis 2019. D'abord les crises sanitaires, énergétiques, et puis maintenant la hausse des taux d'intérêt. Oui, ça coûte plus cher d'emprunter pour l'État. Exactement. Et ça alourdit la charge de la dette chaque année. Concrètement, fin 2025, on s'attend à une dette à 115,9% du PIB. C'est quasiment 3 points de plus qu'en 2024. Waouh. Et ça continuerait en 2026 pour atteindre 117,9% du PIB, presque 118%. C'est vertigineux comme chiffre. Oui, ça commence à peser très lourd, pas seulement pour l'avenir, mais même pour les marges de manœuvre actuelles. L'objectif annoncé, c'est de stabiliser après 2026, mais on voit bien que c'est difficile. Ok, donc le défi est clair. Réduire le déficit, gérer cette dette énorme. Comment l'effort est-il réparti? Commençons par le côté dépenses. Le gouvernement insiste sur l'effort de l'État lui-même, c'est ça? Oui, c'est le message. L'idée, c'est que si on exclut la charge de la dette qui augmente mécaniquement et les dépenses militaires qui sont une priorité, eh bien les autres dépenses de l'État devraient baisser en valeur. Il parle d'un effort substantiel. Et comment compte-t-il faire concrètement? Plusieurs pistes sont évoquées. D'abord, la maîtrise de la masse salariale. Ça veut dire moins de recrutement net, voire des baisses dans certains ministères et des augmentations de salaire modérées. D'accord. Ensuite, le fameux train de vie de l'État. Économie sur le fonctionnement, les achats, l'immobilier. C'est un peu un classique, mais souvent difficile à chiffrer précisément.
Oui, on entend ça souvent. Il y a aussi une volonté de rationaliser les dépenses des opérateurs de l'État, les agences publiques en gros, et de revoir certaines aides. Le tout sous une bannière appelée État efficace. Rationaliser les dépenses des opérateurs, ça peut toucher des services très concrets, non? Dans la culture, l'environnement? Tout à fait. L'enjeu, c'est de voir si ça se fait sans dégrader le service. Et pendant que l'État fait cet effort affiché, quid des collectivités locales, communes, départements, régions? Alors, elles participent aussi. Moins, apparemment. Le texte dit que leur contribution est moins importante en proportion. Leurs dépenses de fonctionnement pourraient même augmenter un peu, d'environ 2,4 milliards, en ligne avec leurs recettes. Par contre, leurs investissements pourraient baisser légèrement, c'est assez typique du cycle électoral local. D'accord. Et si on regarde la dépense publique totale, État, Sécu, collectivité par rapport à la richesse nationale? Ce ratio devrait baisser un peu pour arriver à 56,4% du PIB en 2026, hors crédit d'impôt. Ça reste quand même très élevé si on compare à d'autres pays. Un mot sur l'emploi public. On crée, on supprime des postes? Si on prend l'ensemble État, opérateur, Sécu, le solde net serait légèrement négatif, environ moins 3100 postes en équivalent temps plein, les ETP. Mais attention, Oui. ce chiffre ne compte pas une réforme de la formation des enseignants qui, elle, créerait des postes spécifiques. Ah, d'accord. Et pour l'État seul? Là, c'est plus contrasté. Il y aurait des créations nettes, environ plus 850 ETP, mais c'est très ciblé. C'est-à-dire? Principalement sur l'éducation nationale, justement pour cette réforme de la formation, la justice, l'intérieur, police, gendarmerie et les armées. Mais pour financer ça, il y a des réductions d'effectifs ailleurs, comme au ministère du Budget ou à la transition écologique. C'est vraiment un redéploiement. Je vois. Le texte mentionne aussi la réserve de précaution. C'est quoi exactement cet outil? C'est une sorte de matelas de sécurité budgétaire. En début d'année, on gèle une petite partie des crédits votés, environ 4% hors salaire, 0,5% pour les salaires. Et ça sert à quoi? Ça donne de la marge au gouvernement si jamais il y a des dépenses imprévues, ou juste pour être sûr de tenir les objectifs de dépenses à la fin de l'année. Pour 2026, ça représenterait quasiment 9 milliards d'euros mis de côté, au cas où, c'est pas rien. Effectivement. Bon, après les dépenses, passons aux recettes. Comment on fait rentrer l'argent? L'effort global côté recettes, il est chiffré à environ 6,5 milliards d'euros. Et le message, c'est que ça pèserait surtout sur les plus aisés et les grandes entreprises, c'est bien ça? C'est l'intention affichée, oui. Et il y a plusieurs mesures qui vont dans ce sens. Par exemple, la création d'une taxe sur le patrimoine financier dans les holdings et un impôt supplémentaire pour les très hauts revenus. Tout ça rapporterait 2,5 milliards et toucherait, selon le texte, quelques milliers de personnes. D'accord, donc très ciblé. Quoi d'autre? Il y a aussi la prolongation d'un an de la surtaxe exceptionnelle sur les profits des très grandes entreprises, celle qui avait été mise en place pendant la crise de l'énergie. Ah oui, je vois. Son rendement serait plus faible en 2026, mais elle est maintenue. Et puis, il y a un gros morceau annoncé, la rationalisation des niches fiscales et sociales, objectif 5 milliards d'euros. C'est ambitieux, ça veut dire revoir pas mal de dispositifs qui permettent de payer moins d'impôts ou de cotisations. 5 milliards sur les niches, c'est énorme. Et il y a autre chose? Oui, une mesure plus technique mais qui rapporte le fait de ne pas revaloriser complètement le barème de l'impôt sur le revenu et la CSG avec l'inflation. Ça fait rentrer mécaniquement de l'argent, estimé à 2,2 milliards. Donc, un peu de nouvelles taxes, de la prolongation, la chasse aux niches et un effet barème. Mais on lit aussi qu'il y a des mesures de soutien aux PME pour moins 1,3 milliard. Comment ça s'articule? C'est ça l'équilibre recherché. D'un côté, on augmente les prélèvements sur certains, les plus gros, disons, et de l'autre, on essaie de maintenir un soutien aux petites et moyennes entreprises qui sont vues comme vitales pour l'emploi. D'accord. Et au final, pour le budget de l'État, ça donne quoi en termes de recettes globales? Alors, les recettes fiscales nettes devraient bien augmenter de 19 milliards. C'est surtout la TVA qui tire ça à plus 12 milliards grâce à la consommation et un peu d'inflation, et l'impôt sur le revenu, plus 9 milliards. L'impôt sur les sociétés, lui, augmente moins. Et les recettes non fiscales? Elles augmentent aussi, notamment grâce à une grosse restitution de l'Agence nationale de la recherche. Tout ça, ça aide à réduire le déficit budgétaire de l'État, mais bon, il reste quand même très important, moins 124 milliards prévus en 2026. Ok. Rentrons maintenant, si vous voulez bien, dans quelques mesures plus spécifiques. Il y en a beaucoup, on va pas pouvoir tout faire, mais certaines ont attiré notre attention. Par exemple, cette taxe sur les petits colis venant de pays hors UE. Ça reste de faire parler, non?
Ah oui, très certainement. L'idée, c'est une taxe forfaitaire de 2 euros par article pour les biens de moins de 150 euros qui viennent de pays tiers et qui échappent souvent à la TVA à l'importation. Et l'objectif, c'est quoi? Lutter contre Chine, Timo et compagnie? C'est clairement ça qui est visé, oui. Rétablir une certaine équité fiscale avec les commerçants européens ou français, c'est une mesure nationale en attendant que l'Europe bouge sur ce sujet, ce qui prend du temps. On peut imaginer que ça se répercutera sur le prix pour le consommateur final. Autre domaine, le tabac et le vapotage. Il y a du nouveau là aussi. Oui, on élargit l'accise, la taxe spécifique, à tous les produits à fumer, même sans tabac. Et surtout, on crée une vraie catégorie fiscale pour les produits du vapotage e-liquide, cigarettes électroniques. Ce n'était pas le cas avant. C'était plus flou. Là, ça devient une catégorie à part entière, avec des règles de commercialisation plus strictes aussi. C'est une manière d'encadrer ce marché qui explose et bien sûr d'y trouver des recettes fiscales, tout en mettant en avant un objectif de santé publique. Sujet différent, plus technique, mais important pour les entreprises, la facturation électronique. On en est où avec cette réforme? Le texte apporte des ajustements. Il précise comment les données doivent être transmises, le rôle des plateformes privées agréées, comment fonctionnera l'annuaire central. Mais le point important, c'est que le calendrier semble encore une fois un peu repoussé. C'est une réforme très lourde à mettre en place, surtout pour les petites boîtes. Compris. Et pour le monde agricole, il y a des mesures spécifiques? Oui, quelques coups de pouce. On prolonge la déduction pour épargne de précaution, la DEP, jusqu'à fin 2028. C'est un outil qui permet aux agriculteurs de lisser leurs revenus fiscalement. C'est important pour eux, ça. Prêt. Il y a aussi des aides fiscales pour reconstituer les troupeaux après les abattages sanitaires et l'État compense mieux les collectivités pour une baisse passée de la taxe foncière agricole. Ça montre une attention continue pour ce secteur. Et l'environnement? La fiscalité verte? Ça bouge? Oui, il y a des choses. Le système de bonus-malus pour les voitures neuves est ajusté. Les malus CO2 et au poids sont durcis. Et on donne une trajectoire sur 3 ans pour plus de visibilité. C'est une demande récurrente, ça, la visibilité. Exactement. Les taxes sur les déchets mis en décharge incinération sont aussi modifiées. Et puis, une mesure intéressante, une taxe sur les entreprises de réseau, l'IFER, va être majorée temporairement pour les vieilles centrales solaires, celles d'avant 2021. Sans doute pour récupérer une partie de leurs gains liés à la hausse des prix de l'électricité. Malin. D'autres points qui vous ont marqué? Sur la formation, le social peut-être? Oui, le compte personnel de formation, le CPF, ça bouge pas mal. D'abord, on ne pourrait plus financer les bilans de compétences avec le CPF. Ah ouais. Et on pourrait aussi plafonner le montant utilisable pour certaines formations comme la création d'entreprise ou le permis de conduire. C'est clairement une tentative de mieux contrôler les dépenses du CPF qui ont beaucoup augmenté et peut-être de limiter certains abus. Dans la même veine, l'aide de 500 € pour le permis des apprentis. Elle serait supprimée. C'est un signal assez fort. Ça pourrait compliquer l'accès à l'apprentissage pour certains jeunes qui ont besoin de la voiture. Oui, c'est pas neutre. Et une autre mesure plus technique sur l'allocation adulte handicapé AAH et la prime d'activité, une règle qui permettait parfois de calculer la prime de manière plus avantageuse en considérant l'AAH comme un revenu pro, eh bien cette règle serait supprimée. Ça pourrait faire baisser la prime pour certains bénéficiaires de l'AAH qui travaillent. D'accord. On voit que ça touche vraiment plein de domaines. C'est un vrai catalogue de mesures. Difficile de tout détailler, mais ça donne une bonne idée. Si on essaye de prendre un peu de hauteur pour résumer, quelle est la grande image qui se dégage? La grande image, c'est clairement cette volonté de réduire le déficit pour répondre aux exigences européennes. Et l'effort, il semble partagé, au moins dans le discours. C'est-à-dire? L'État qui doit serrer la vis sur ses dépenses, hors quelques priorités comme la défense, une contribution accrue demandée aux très hauts revenus et aux grandes entreprises, et puis une multitude d'ajustements fiscaux ou de règles qui touchent un peu tout le monde, entreprises, ménages, collectivités. Oui, c'est ça. Et en même temps, on essaie de préserver certaines choses. Exactement. À côté de la rigueur budgétaire affichée, on voit des soutiens ciblés, agriculture, PME, des mesures pour la transition écologique, même si on peut discuter de leur ampleur réelle, et puis des choix sociaux, comme sur le CPF ou l'aide au permis, qui peuvent être vus comme plus restrictifs. C'est vraiment cette tension qui ressort, non? Tout à fait. C'est la tension permanente. Comment on fait pour réduire le déficit sans tuer la croissance dans l'œuf, sans creuser les inégalités, et tout en finançant les investissements d'avenir? C'est un exercice d'équilibriste, vraiment. Et le résultat final dépendra beaucoup de la conjoncture, si la croissance est là ou pas, et puis de la mise en œuvre concrète de tout ça.
Absolument. Et ne pas oublier que ce n'est qu'un projet de loi. Pour l'instant, le débat au Parlement peut encore le faire évoluer, parfois de façon importante. C'est vrai, le parcours parlementaire n'est pas terminé. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. On a beaucoup parlé des grands chiffres, déficit, dette. Mais ce budget, c'est aussi une accumulation de micro-mesures, d'ajustements techniques sur les déchets, l'eau, les zones prioritaires. Chacune a un impact local, concret. Oui, un impact parfois diffus, mais réel. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'addition de toutes ces petites pièces, de tous ces ajustements, forme un ensemble vraiment cohérent? Est-ce que ça nous mène efficacement vers les grands objectifs affichés? Ou est-ce qu'on risque des effets de bord, une complexité qui finit par nuire? Bref, est-ce que ce grand puzzle budgétaire est assemblé de la façon la plus optimale? C'est peut-être ça la question de fond.